it around again. It's the spirit of Fergie time. The Reds' renaissance gathering pace. Le 11 mai 2025, à Old Trafford, United venait juste d'entériner sa 16e place, soit sa pire saison de Premier League depuis 1990. Un an plus tard, les voilà 3e qualifiés en Ligue des Champions, passant devant Aston Villa, Chelsea et surtout le champion en titre Liverpool. Entre les deux saisons, l'équipe semble avoir trouvé une dynamique positive, et donc quelque chose d'exploitable. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai voulu commencer ce nouveau format avec ce club précis. Le Mercato Lab est certes un format dans lequel nous faisons le mercato des clubs, mais ce n'est certainement pas une plateforme pour parler des noms que l'on aimerait voir jouer dans ce club. C'est un format dans lequel on va essayer de prendre les meilleures décisions pour coller à ce que l'on pense être la vision du club actuellement, et on va soit renforcer une dynamique, soit on va chercher à en reconstruire une. Concernant les Red Devils, les signaux sont plutôt ouverts. La vraie question n'est donc plus faut-il tout changer, mais plutôt qu'est-ce qui mérite vraiment d'être touché et qu'est-ce qui doit être protégé, bien évidemment. Alors pour cet été, je me mets dans la peau du directeur sportif de Manchester United. Juste le temps d'un instant. On partira alors d'un constat, on regardera la masse salariale, les règlements du fair play, et ensuite, avec des objectifs clairs, on jettera un œil à un panel de prospects sur le fameux marché des transferts. Alors si le programme vous plaît, je vous embarque dans un épisode dans lequel on refuse de juger un mercato au bruit qu'il fait, mais plutôt à la cohérence qu'il construit. Commençons le bilan tout de suite avec le 11 qui a bien fonctionné cette saison. Une formation 4-2-3-1 qui a tranché tout de suite avec la base à 3 qu'Amorim avait voulu instaurer. Base à 3 n'a pas fonctionné, et dès le retour du 4-2-3-1, les résultats ne sont pas fait attendre. Et si je devais retenir une seule grande satisfaction, je citerai ce quatuor offensif. Celui-là même qui est à l'origine de la performance structurelle de cette équipe. 3e attaque du championnat, 5,7 tirs cadrés par match, 19 buts sur coup de pied arrêté juste derrière Arsenal. Donc si je devais ajouter un argument dans la balance offensive, ce serait la capacité qu'a eu cette équipe d'United à produire donc collectivement. Le stade résume très bien ce que je souhaite exprimer ici. En Première Ligue, seul Chelsea a égalé United dans la capacité à avoir 3 buteurs à 10 buts ou plus sur la saison. Chez United, c'est Šeško, Mbeumo et Cunha. Et quand vous rajoutez les performances de Bruno Fernandes à eux 4, ils cumulent 41 buts. C'est 58% de la production offensive de Red Devils. C'est tout bonnement exceptionnel. Donc, ce qu'a réussi à construire ce club en une saison, c'est se doter d'une attaque protéiforme. Et ça, dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue, c'est une vraie arme redoutable. Quand les défenses préparent leur match face à vous, le danger peut venir de 3-4 spots différents, en plus des coups de pied arrêtés. C'est une véritable arme de destruction massive. Et maintenant que l'on a posé que l'attaque a bien fonctionné, vous l'aurez compris, il faut parler de ce qui a moins fonctionné. Ici, il s'agit bien évidemment de l'animation défensive. Et je dis bien animation et pas les défenseurs, car je pense que s'il y a bien un aspect du jeu qui dépend vraiment beaucoup du collectif, c'est la défense. Ou plutôt la capacité à diminuer les chances de l'adversaire de marquer. Et ça, c'est hyper important de le distinguer. Manchester United a encaissé 50 buts sur la saison. C'est 42% de plus que Manchester City, mais surtout 85 de plus que le champion Arsenal. Encore une fois, cette stat ne vous la donne pas pour vous abreuver de chiffres, mais bien pour planter dans votre esprit l'idée que pour l'instant, United ne boxe clairement pas dans la même catégorie que ces deux-là. En fait, les stats défensifs d'United les rapprochent plus d'un Brighton ou encore d'un Aston Villa, que des équipes que l'on n'associerait pas à première vue aux ambitions des Red Devils. Mais malheureusement, c'est factuellement le cas. Pourtant, il existe un paradoxe qui mérite d'être relevé dans cette histoire. C'est la manière dont United encaisse. En regardant de plus près les stats, Manchester United fait partie des 4 équipes qui ont encaissé le moins de XGA durant la saison. Donc elle possède un ratio but encaissé sur occasion concédée, parce que les XGA mesurent les occasions concédées, qui est beaucoup trop élevé. Donc là, ce que cela signifie, c'est que les équipes adverses marquent trop facilement face à eux, et ce, sur le peu d'occasions qu'elles se procurent. Je me suis alors demandé s'il n'y avait pas un problème de gardien. À première vue, ça semblait être le cas. C'est le 3e gardien qui subit le moins de tirs cadrés en Première Ligue. Je me suis alors dit, à ce moment, c'est bon, c'est lui le problème. Il subit très peu de tirs cadrés, donc des tirs quand même qui ont une certaine qualité, puisque c'est dans le cadre, et il encaisse énormément. Puis je suis allé chercher un autre indicateur, son PSXG, c'est-à-dire l'indicateur qui mesure la probabilité qu'un tir cadré finisse au fond des filets. Je simplifie car normalement cette métrique trie les tirs en fonction de la qualité, angle de tir, position du tireur, etc. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre assez rapidement. Et ce que j'ai appris à la sortie de cette petite recherche, c'est qu'il n'y a que Donnarumma qui fait mieux que lui dans ce domaine sur la saison de Première Ligue. En gros, Lemans fait le travail, mais le collectif ne lui permet pas d'être décisif, ou pas assez du moins. Alors qu'est-ce qui cloche ?
Du coup, pour bien analyser cela, j'ai dû aller me refaire de longs résumés d'United sur YouTube. Me repasser ce match à Brighton, qui clôturait la saison, le seul encore disponible sur MyCanal, et quelque chose de frappant m'a sauté aux yeux. Manchester joue avec l'intention de se projeter très rapidement vers l'avant. Seul problème, c'est que ce jeu entraîne énormément de déséquilibre, et notamment dans l'axe du terrain. Donc pour pouvoir assurer un équilibre à la perte du ballon, vous avez besoin d'avoir un joueur qui coupe les transitions adverses et vous évite de faire le yo-yo en permanence. Ce rôle, c'était Casemiro qui l'incarnait. Sauf que le Brésilien a déjà 34 ans et plus ses jambes d'hier. Mais il a fait le taf, du moins il a essayé. En témoigne de ses stats avancées et surtout le retour en grade de cette équipe que personne n'attendait à cette 3ème place finale. Petite cerise sur le gâteau, Casemiro a même contribué offensivement à hauteur de 9 buts, grâce notamment à sa qualité de déplacement sur les coups de pied arrêtés. Une source de production qu'on a trop souvent négligée dans les clubs. Casemiro a annoncé son départ en fin de saison, donc c'est fini. Le vide sera donc intersidéral. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment je maintiens ma performance offensive tout en améliorant mon animation défensive, sachant qu'elle était déjà bancale, et que je perds mon principal atout. Pour répondre à ça, je pense qu'il faut diviser le raisonnement en 2 axes. Premièrement, pour concéder moins d'occasions, United doit veiller à ce que son mercato renforce la notion d'équilibre, plutôt qu'engendrer un empilement de non pompeux. Ensuite, United va devoir se doter d'un milieu capable de sécuriser l'axe défensif. Exactement la fonction que Casemiro assurait avec brio. Duel gagné, ballon récupéré, et même pourquoi pas un peu de leadership, ils en auraient bien besoin. Car protéger cet axe défensif veut dire trouver au milieu un équilibre qui stabilise et qui en améliore l'efficacité. Avant d'aller trifouiller les feuilles de notes sur les potentiels prospects, essayons de regarder s'il n'existe pas des solutions en interne d'abord. Et à ce propos, il existe effectivement 3 joueurs qui peuvent jouer techniquement à ce poste. Et on va essayer de les passer en revue dans un instant. Étudions tout d'abord le cas de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, il a 25 ans, il arrive à Manchester à l'été 2024 pour la coquette somme de 50 millions d'euros. Cependant, il compte seulement 8 titularisations cette saison, pour 887 minutes jouées. Et la raison n'est pas parce que Casemiro lui bouchait la voie, non. Simplement un choix de coach. D'ailleurs, Amorim, qu'il avait réclamé au départ, n'a pas réussi à l'imposer dans son entrejeu. Et pourtant, son profil correspond en théorie à ce qu'on recherche. FotMob le classe en tête de première ligue pour les actions défensives par 90 minutes. Et 3e en interception par 90 minutes également. Ce sont des chiffres qui collent à l'idée qu'il reste un joueur capable d'un certain volume d'intervention défensive de haut niveau. Malgré cela, ses performances n'ont jamais convaincu. Je crois que l'une des principales raisons de cela, c'est sa qualité de passe qui reste incertaine et surtout sa capacité à jouer sous pression. Quand tu mets un 6 devant une défense, tu t'attends à ce qu'il soit aussi capable de sortir le ballon de la zone de presse tracée par l'adversaire. Or, Ugarte n'est pas ce joueur. Je n'ai pas l'impression que c'est parti pour changer. Ce qui finit d'achever le cas Ugarte, c'est qu'il a un salaire conséquent et donc avec un ratio coût salarial sur performance qui est très défavorable. Ça en fait donc du coup un candidat naturel à la vente. Le second gars qu'on va étudier, c'est le cas de Mason Mount. Même s'il a dépanné à ce poste à plusieurs reprises durant la saison, c'est un joueur plus à l'aise dans une fonction de box-to-box, ou plus haut sur le terrain. Mount n'est pas un 6 de formation, un 8 à la limite, mais certainement pas ce joueur capable de couper les transitions adverses. Et il faut le dire, en plus, on a un joueur qui revient enfin à un vrai niveau de forme. Il a joué 1017 minutes cette saison pour 23 titularisations et il n'avait pas dépassé les 1000 minutes depuis sa dernière saison à Chelsea, soit 3 ans auparavant. C'est dire si les attentes vont s'accroître autour du joueur. On a l'impression que le joueur a l'air d'avoir retrouvé ses jambes et laissé ses problèmes de blessure derrière lui. Malheureusement, j'ai entendu plusieurs rumeurs de transfert autour de lui. S'il part d'United, c'est évident qu'il va libérer un peu de poids sur la masse salariale. Il sera toujours bienvenu, mais clairement, l'effectif perdra en profondeur. Et ce, peut-être à un moment même où le joueur commence à retrouver un niveau intéressant. Un joueur capable de jouer dans ce double pivot un rôle de 8, ou même en doubleur de Fernandez, je pense que le garder n'est pas une mauvaise affaire. Enfin, le dernier profil, Kobe Mainoo. Quand j'ai commencé mes recherches sur comment améliorer cette équipe, très rapidement il m'a paru impossible de ne pas mentionner que cette équipe avait démontré les qualités indéniables cette saison, en s'appuyant notamment sur 2 joueurs clés. 1. Bruno Fernandes, le capitaine légendaire, auteur de sa meilleure saison en Première Ligue, et en 2. La jeune pépite, Kobe Mainoo. Là, je ne me suis pas arrêté aux statistiques. Je l'ai vu jouer. Clairement. On sent un joueur doté d'une intelligence footballistique précoce. Et lorsque dans un second temps, on va regarder les chiffres en profondeur, on sent un joueur sur le point de développer de grosses qualités de création. Par la passe, en portant la balle, mais également capable de couvrir un volume de course important sur le repli défensif. Kobe Mainoo n'est pas encore prêt à porter l'équipe sur ses épaules. Mais si le projet est bien amené, alors il peut devenir la prochaine grande star d'United, mais également même de la Ligue. Ce qu'on ne formule pas assez fortement, c'est qu'il possède un super pouvoir, que l'on trouve de plus en plus rarement dans ces clubs de standing. Il est un pur produit de la formation mancunienne. C'est tout bonnement ce qu'il faut au nouveau projet de ce club, un cœur. Un cœur incarné par un joueur jeune, talentueux et dans lequel les supporters peuvent s'identifier et surtout entrevoir un futur radieux. Mais est-il déjà prêt à endosser un rôle de titulaire ? C'est la grande question. Moi, je dirais que oui. Mais pourtant, avec 1651 minutes jouées la saison passée et 1662 cette saison, on a pu penser à un moment donné en interne que c'était peut-être pas le bon choix. Enfin, Amorim m'a pensé que c'était peut-être pas le bon choix. Mais ses prestations sur le terrain démontrent autre chose. Un joueur capable d'impacter les résultats de son équipe. D'ailleurs, on a clairement senti une corrélation entre l'amélioration des résultats de l'équipe et son retour dans le 11. Et sur la saison, on sent un joueur qui joue avec ses tripes, avec son cœur. Et ce storytelling, le club aurait tort de ne pas l'utiliser.
Si je place Mainoo dans ce double pivot, vous l'aurez compris, c'est ce que cela renforce aussi ma théorie selon laquelle United a besoin d'un véritable stabilisateur, un Casemiro 2.0, plus jeune et plus adapté à l'intensité de la première ligue. En associant ce futur prospect à quelqu'un de complémentaire comme Mainoo, ce dernier pourrait continuer à se développer et mettre en exergue ce qu'il fait déjà bien, à apporter de la sécurité sur les premiers ballons, casser les lignes par la passe et la conduite de balle. Et si en plus de cela il commence à être décisif dans le dernier tiers, par les passes décisives et les buts, alors là c'est le méga jackpot. Donc maintenant qu'on a mis de la clarté dans nos idées, on va pouvoir avancer tout doucement vers l'identification du profil que nous recherchons. Identifier, le scouter et voir si l'opération financière est réalisable. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier aspect que notre travail se complexifie quelque peu. On a donc fait le bilan d'United et identifié ce que l'on recherchait. En tant que directeur sportif, maintenant il est temps de mettre le focus sur les finances et mettre un peu les mains dans le cambouis. Et c'est peut-être à cet endroit précis que l'analyse va devenir croustillante. Souvent, beaucoup d'observateurs vont relayer des rumeurs que l'on peut écarter en considérant très facilement deux aspects. La masse salariale et l'amortissement des transferts. Commençons par ce dernier. Lorsqu'un club effectue un transfert, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rachète le contrat du joueur auprès de l'équipe vendeuse. Ce n'est donc pas le joueur qui est racheté, comme le raccourci est souvent fait, mais bien son contrat. Et ça change quand même pas mal de choses. L'évaluation du contrat revient tout bonnement à dire que l'on s'apprête à faire la combinaison de la perception de la valeur du joueur additionnée au nombre d'années du contrat non amorti. Je vais simplifier un peu le charabia. Ici, ce que l'on recherche, c'est pouvoir estimer la valeur perçue ou l'impact du joueur sur les résultats de son équipe, la cote du joueur auprès des clubs majeurs. Plus il y a de joueurs intéressés, plus le prix va monter. Et parfois, on l'a pas toujours, mais parfois, ce que je vais tout simplement appeler le rayonnement marketing autour du joueur. C'est ce qui se passe avec un Neymar lorsqu'il arrive au PSG. Ne vaut pas 222 millions d'euros seulement parce qu'il est fort, mais également parce que les retombées économiques autour de son nom peuvent être significatives. Une fois qu'on a réussi à évaluer tout cela, on y ajoute une quote-part du contrat racheté. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Prenons un exemple. Imaginons qu'une équipe comme United souhaite racheter un contrat qui a coûté 50 millions sur 5 ans à une équipe concurrente. L'équipe concurrente va faire un calcul simple. Ce joueur nous a coûté 50 millions et on l'a signé pour 5 ans. Donc après 3 ans passés au club, le contrat a donc été déprécié de 30 millions, soit de 10 millions par an depuis son arrivée. Ce qui signifie que si l'autre paramètre qui est la valeur perçue n'a absolument pas bougé en 3 ans, le prix demandé peut être de 20 millions d'euros. Malheureusement dans les faits, ce n'est jamais exactement le cas, car d'une saison à l'autre, l'engouement autour d'un joueur et la valeur perçue du coup peut passer du tout au tout. Mais vous avez ici les bases du raisonnement d'un directeur sportif de club sur l'aspect transfert pur et il faut absolument le garder en tête. Ce qu'il faut ensuite ajouter, c'est la dimension salariale d'un transfert et ça, croyez-moi, c'est hyper important. Souvent, lorsque l'on fait nos projections sur les joueurs que l'on aimerait voir dans nos équipes préférées, on oublie de prendre en compte l'aspect salaire, qui est pour moi déterminant. On se concentre sur la masse, sur la poids du transfert et la hauteur du transfert. Mais le salaire est tout aussi important. Il est tellement déterminant que le nouveau règlement qui encadre les dépenses des clubs anglais le prend en compte dans le calcul. C'est ce qu'on a appelé le SCR. On va en parler un peu plus longuement un peu plus tard. Mais en gros, une masse salariale, ça se gère comme le lait sur le feu. Parce que le salaire, il indique deux choses. La première chose, comment tu alloues tes ressources dans ton club en fonction des performances attendues. Je m'explique. Une écurie qui est considérée comme une équipe du milieu de tableau, mais qui possède la troisième masse salariale de son championnat, alloue des ressources trop importantes à des joueurs sous-dimensionnés, trop payés en gros. Ou alors possède un équilibre d'équipe qui ne permet pas à ses talents de s'exprimer, et donc de justifier un tel salaire. Des joueurs trop forts pour une équipe mal construite ou mal proportionnée. Et surtout ne pas s'en rendre compte, ça peut avoir des conséquences terribles, car c'est comme ça que l'on s'enfonce dans des investissements sans fin qui peuvent ruiner un club en gros. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, je me suis plongé dans le classement des masses salariales de Première Ligue, et je l'ai comparé au classement final. Ainsi, le delta entre les deux me permettait d'isoler très rapidement les équipes efficientes d'un côté, peu de ressources pour des résultats probants, des équipes que l'on peut considérer comme des puissants fins. Et dans cette dernière catégorie, Tottenham semble avoir décroché la palme. Mais Newcastle, attention, n'est pas en reste non plus. Manchester United, en revanche, se débrouille plutôt pas mal. Leur masse salariale correspond à peu de choses près à la position attendue. Alors, oui, je ne recherche pas ici à établir une vérité absolue, simplement à dégager des axes de travail. Et en tant que directeur sportif d'United cet été, le but était d'essayer de jouer les équilibristes et de voir d'où on partait. À partir de maintenant, on va essayer de maintenir cette cohérence, car comme on vient de le voir, payer plus ne signifie pas nécessairement gagner plus. Attardons-nous juste un instant sur la grille de salaire de Manchester United, à laquelle j'ai rajouté le salaire conséquent de Marcus Rashford, de retour après son prêt à Barcelone. Ça peut devenir très vite un problème, car toi, lorsqu'on regarde la grille, qu'il est tout bonnement le plus gros salaire du club. Et Rashford n'est pas un cas isolé. On a parlé de Manuel Ugarte plus tôt, qui pèse sur les finances du club, et auquel il faut aussi ajouter Harry Maguire, qui vient juste de re-signer à 33 ans, et dont le salaire le place directement à la 4e place de notre classement.
C'est une problématique car l'on souhaite être raisonnable. Et là est toute la difficulté. Car on s'est aperçu que la masse salariale d'United la saison passée était tout juste à l'équilibre. Qu'en rajoutant Rashford et quelques recrues, tout peut basculer. Donc avec la certitude sur Rashford et le besoin de recruter que l'on a évoqué précédemment, il faudrait presque vendre d'autres joueurs pour obtenir un peu de marge. Alors des options sont possibles avec Ugarte ou bien même Zirkzee. Mais faut-il encore pouvoir les vendre? Ugarte repart de la Coupe du Monde avec une suspicion de ligament croisé. Si l'information est confirmée, la vente devient quasi mission impossible. Maintenant, concernant l'attaquant néerlandais, il semblerait que c'est plutôt le club qui choisirait de le garder pour l'instant, comme doublure de Šeško, plutôt que de le vendre dans l'urgence. Et à mon avis, le calcul il est simple, peu de demandes, une évaluation qui est très certainement au-dessus du marché, et donc du coup, peu d'offres. Dans ces cas-là, les clubs n'ont que deux solutions, soit ils baissent leur prix, soit ils conservent le joueur, en attendant une revalorisation plus tard. En fait, United n'a peut-être pas autant de marge de manœuvre que ce qu'on peut imaginer. Et c'est là où notre travail va devenir intéressant. Il va donc falloir être stratégique dans nos choix. Ça, c'était le premier point par rapport au salaire. Deuxième point, c'est que c'est aussi un moyen de donner du statut à un joueur dans un vestiaire. Demandez à Vinicius ce qu'il en pense et il vous dira. Donc on ne peut pas tout faire et surtout accorder n'importe quel salaire à n'importe quel joueur. Si l'on revient du côté du nord de Londres, on se rend bien compte que majoritairement les joueurs les mieux payés, ce sont les joueurs qui jouent. Et si on commence à avoir des joueurs qui occupent les premières places de ce classement mais qui ne jouent pas, tout de suite les problèmes vont commencer à arriver. Donc vraiment faire attention à ça. Voilà où on en est avec United, à la veille de cet été. Une attaque qui n'a pas besoin d'être touchée, ou presque pas. Une défense fragilisée par un vrai trou tactique au milieu, selon mon analyse. Un jeune talent à protéger. Et surtout une masse salariale qui a déjà ses propres incohérences à corriger. Avant même de songer à dépenser un centime de plus. Le diagnostic est maintenant posé. Le profil recherché est clair. La contrainte financière est connue. Il est temps de passer à l'étape suivante. Celle où on arrête de parler des tracasseries juridiques et administratives. Mais où on se met en quête de l'étude des profils. Mais ça, on le fera dans la partie 2, qui sortira dans les prochains jours. Alors je vous remercie vraiment de m'avoir suivi durant cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, likez, commentez. Et pour les plus passionnés, à très vite pour de nouveaux contenus du même genre.